Europe 1. La France bouge, la saga. Bonjour Quentin Bonjour Paillet. Carole. Alors, vous nous parlez donc aujourd'hui de cette fameuse histoire de la boîte de conserve. Et alors, incroyable, moi je l'ignorais totalement, mais c'est une invention française à la base. Oui, française et un peu britannique. C'est Nicolas Appert qui l'invente en 1810 et c'est amélioré par le Britannique David Durand la même année. La boîte de conserve, c'est un objet, mais c'est aussi et surtout une méthode de conservation des aliments qui consiste à les placer dans des bocaux étanches chauffés à haute température. Et 142 ans plus tard, donc en 1952, à Terrasson-la-Ville-Dieu, entre Périgueux et Brive-la-Gaillarde, la famille Valette crée la SPEM, la Société périgourdine d'emballage métallique, pour un besoin bien particulier, car on est en Dordogne, dans le sud-ouest, et qui dit sud-ouest dit foie gras, comme l'explique Lionel Lavorel, directeur commercial à la SPEM. En fait, à l'origine, c'est développé en fournissant des conserves métalliques aux producteurs de plats cuisinés du sud-ouest, d'un côté, et à toute la filière de ce qu'on appelle le palmipède gras, c'est-à-dire les oies et canards à destination de foie gras. Voilà. Donc on fabrique ce que le grand public appelle une boîte de conserve. Voilà. L'entreprise de 42 salariés fabrique des boîtes de conserve à destination des industries alimentaires ou non, pour l'industrie de la chimie par exemple, et le processus de fabrication de ces petites boîtes de métal est très simple. On part d'une feuille de métal, de l'acier ou fer blanc dans notre cas, que l'on découpe, déforme, roule pour faire une boîte de conserve ronde comme les connaissent les gens, que l'on va donc mettre en volume, sertir, on fixe un fond, un couvercle dans le jargon, sur la boîte avant de la livrer en volume au destinataire final. On vend ce qu'on appelle un kit, donc en deux parties, une boîte vide comme vous dites, et un couvercle à fermer. Donc la boîte vide passe dans un processus de production chez le client qui le remplit et en fin de ligne, il va poser son couvercle pour le fermer et aller stériliser l'emballage dans le cadre d'une conserve. Alors Quentin, une boîte de conserve, on va dire que c'est un objet assez simple. Est-ce qu'on a quand même réussi à le faire évoluer depuis le début du 19e siècle ? Oui, d'abord il y a eu la petite languette pour faciliter l'ouverture et éviter de se blesser avec un ouvre-boîte. Mais ça, c'est une invention assez récente. Ça a vu le jour en 1973 seulement. Et la SPEM, elle aussi, innove. On a, par exemple, on peut dire, inventé le format de la boîte évasée qui permet de démouler facilement les produits qui sont à l'intérieur, qui est devenu le référent dans le monde du foie gras, par exemple. C'est comme un cylindre qui est donc un peu évasé, plus grand sur le dessus. On va rentrer dans du technique. Une boîte de conserve avec un couvercle à ouverture facile, lorsque vous l'ouvrez, il reste toujours une petite collerette. Donc si c'est pour vider une boîte de petits pois dans une casserole, ça n'est pas problématique. Si c'est pour démouler un foie gras, dans le cas présent, on va perdre de la matière. Ça va pas être propre. Donc là, vous avez un diamètre un peu plus grand pour pouvoir sortir, démouler facilement le produit. On en apprend des choses. 25 milliards de boîtes de conserve sont fabriquées chaque année dans le monde. Quentin, combien en France ? 3 milliards de boîtes de conserve sont fabriquées chaque année en France. Ça représente 12% de la production mondiale. Merci beaucoup Quentin Paillet. Nicolas Facon, vous êtes donc le directeur général de Dossi. Bien sûr, ça vous parle, ces boîtes en deux parties, etc. Elles sont fabriquées en France, vos boîtes de conserve ? Oui, elles sont fabriquées en France à plus de 90% en fait, dans des usines françaises en fait, de fabricants. Parce que 12% seulement fabriquées en France, c'est que c'est en Asie le reste des boîtes de conserve ? Non, mais il y en a dans toute l'Europe. Il y en a aussi en Amérique du Nord en fait. Mais c'est vrai que la France est un gros producteur en fait de boîtes de conserve. On l'a inventé. On l'a inventé effectivement. Et puis la praticité, comme on disait. Alors c'est quelque chose de très technique, hein, comme on a vu. C'est tout simple, mais c'est très technique et ça doit l'être, puisqu'effectivement il faut que ce soit le plus léger possible, hermétique. Et ça doit être hermétique, étanche et garantir à la fois la sécurité alimentaire et la préservation en fait des aliments. Et l'ouverture. Alors vous êtes donc une coopérative, nous l'avons dit en introduction, c'est-à-dire que vos actionnaires sont également les producteurs. Et oui, tout à fait. Alors une coopérative, hein, c'est un regroupement d'agriculteurs qui mettent en commun leurs moyens autour d'un projet collectif, qui est un projet certes économique, hein, c'est assurer le débouché de leur production, mais aussi la pérennité des filières et de leurs exploitations. Donc voilà, on n'appartient pas à une multinationale ou un fonds d'investissement, et ça nous donne finalement une dimension supplémentaire qui est de jouer un rôle entre nos consommateurs qu'on connaît très bien, et on essaie de répondre à leurs attentes, et puis nos producteurs, puisque c'est le lien direct, ce sont nos patrons. Et alors, le contrat qui est passé avec les agriculteurs, les producteurs, c'est que vous vous mettez d'accord sur un prix, une quantité
avant qu'ils commencent à semer. Oui, comme on dit chez nous, on ne produit que ce qu'on sait vendre. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que on détermine en fait les quantités besoins. à produire, les besoins en janvier-février, avant de réserver les surfaces et les semences, et avant de semer. L'objectif étant de ne pas surproduire, de ne pas avoir des stocks inutiles. Et puis le deuxième aussi, il est hors de question de laisser des légumes dans les champs qu'on ne pourrait pas transformer. Donc ça, c'est super important. L'avantage, en fait, le grand bénéfice, en fait, aussi pour les producteurs, c'est qu'en début d'année, finalement, ils savent, volume et prix, quel sera le revenu qui sera tiré des légumes. Et donc, c'est un gage à la fois de sécurité et d'anticipation en termes de revenus. Ça, c'est très important. S'ils font une mauvaise récolte? Alors, s'ils font une mauvaise récolte, on a un système à la fois de péréquation. C'est-à-dire que les bonnes années, on va alimenter des caisses de péréquation. Et quand on a une mauvaise année, on va indemniser pour partie les producteurs qui n'auront pas eu effectivement les revenus qu'ils pensaient avoir. Donc ils ne se retrouvent pas perdants. Exactement. L'enjeu, c'est vraiment la pérennité en fait. Et pour les jeunes qui se lancent, c'est le même système ou vous avez quelque chose d'encore plus sécurisant parce qu'il y a les banques derrière à rassurer? Alors c'est le thème l'enjeu du remplacement en fait des exploitants est très important en fait. Pour vous donner un chiffre, alors c'est un chiffre général en France. Plus de 50%, 58% je pense des chefs d'exploitation ont plus de 50 ans. Ça veut dire que d'ici à 2030, la moitié partira en retraite. Et aujourd'hui, le taux de remplacement, c'est 1 sur 2. Et dans certaines zones, c'est 1 sur 3 ou 1 sur 4. C'est-à-dire que pour un départ, pour plutôt 3 départs, il n'y a qu'un seul remplacement. Donc on a vraiment besoin, si on veut continuer à manger français, de convaincre les jeunes, voilà, du coup, faut installer les jeunes dans l'agriculture. les former, les accompagner, leur donner aussi une perspective économique et un débouché, ça c'est fondamental. C'est aussi le rôle de la coopérative. Donc on a des programmes en fait d'installation et de soutien en fait aux jeunes exploitants et c'est clé effectivement. Alors l'essentiel de vos producteurs sont en Bretagne, on l'a dit. Nathalie a déjà un peu parlé climat. Cette fois, j'espère que les agriculteurs bretons m'en voudront pas, mais c'est vrai qu'ils sont souvent montrés du doigt pour leur agriculture pas très raisonnée. Vous travaillez là-dessus? Oui, bien sûr. On a vraiment le souhait, l'envie? Le souhait, alors plus que le souhait, l'envie, c'est des engagements et c'est des actions qu'on met en œuvre autour de l'agroécologie. On en a parlé avec Gaillago, c'est-à-dire des solutions alternatives qui permettent de réduire la pression sur l'environnement, de mieux produire, pour répondre à la fois aux attentes des Français qui veulent bien manger, mais qui veulent aussi savoir comment c'est produit, où c'est produit. Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est bon pour la planète? Et puis, les producteurs, ils ont à la fois besoin de vivre, comme on l'a dit, de transmettre leurs exploitations, mais ils ont aussi le souhait, et c'est un souhait profond, de contribuer finalement à ces enjeux environnementaux en adaptant, améliorant leurs pratiques de production, leurs pratiques culturelles. Alors ils font comment? Alors vous les aidez comment? Alors on les aide comment? Alors on le fait sur le développement de l'agriculture bio à travers les légumes bio. Ça représente sur les 1600 producteurs, on en a 200 qui sont bio. On est le premier acteur en fait en légumes de conserve bio et on est vraiment sur un développement long puisqu'on aura en 10 ans, on aura multiplié par 3 à peu près les surfaces et la production. Donc vous voyez qu'on est vraiment sur un soutien important. C'est aussi un soutien technique. On a parlé tout à l'heure des techniciens de culture qui sont tous les jours dans les champs pour aider en fait les agriculteurs en fait sur leur culture parce qu'effectivement cultiver des légumes de plein champ, c'est assez technique. Voilà, il y a des aléas. Parce que vous ne faites que de la culture en plein champ. On ne fait que de la culture en plein champ. Et puis, on a un soutien économique. C'est-à-dire que là, je vous ai ramené en fait un bocal de... Alors, vos auditeurs ne le verront pas, mais de légumes... Sur Internet. Voilà, sur Internet. Légumes bio. Donc ça, c'est des haricots verts bio engagés d'Aussi. On paye en fait le légume bio 2 fois à 2,5 fois plus cher à nos agriculteurs que le légume conventionnel. Et c'est normal parce qu'à surface comparable, on va produire 30 à 50% en fonction des légumes, de légumes en moins. Donc il faut assurer en fait cette pérennité économique. Mais pour ceux qui ne sont pas en bio, qu'est-ce qu'ils font pour essayer de produire un peu plus durable? C'est-à-dire qu'on utilise moins d'eau, on met des engrais un peu... Enfin, on essaye de réduire. Qu'est-ce qu'ils font? Alors, ce qu'on fait effectivement chez Dossi, on promeut l'agriculture biologique, mais on travaille aussi sur le conventionnel, donc ce qui est non bio. Et le but, en fait, c'est d'améliorer en fait les pratiques. On est en tant que coopérative, et ça c'est très important dans la vision d'une coopérative, on veut engager et on veut soutenir 100% de nos agriculteurs, quel que soit leur type d'agriculture. Donc, on a mis en place en fait sur le conventionnel en fait une démarche agroécologique à travers la certification environnementale.
Donc on audite en fait nos agriculteurs, nos producteurs. On a un certain nombre d'indicateurs de résultats et de moyens et on regarde en fait, on les aide à travailler sur la gestion de l'eau, la biodiversité, les engrais, on a parlé de la protection des cultures, les sols, les déchets. Donc il y a tout un tas d'actions qu'on mène en fait au quotidien pour améliorer effectivement et baisser cette pression sur l'environnement. Ça, par exemple, on a un flacon bien cultivé. C'est ceux-là, ils sont pas bio, mais ils sont... Voilà, ils sont certifiés haute valeur environnementale, donc c'est le niveau 3. Donc c'est une démarche à palier qui nous permet finalement d'emmener dans le temps, parce que ça c'est très important, le temps de l'agriculture. Il faut du temps en fait à la fois pour s'adapter. On produit un légume une fois par an, donc voilà, il faut le temps d'apprentissage, le temps de modifier, le temps d'expérimentation. Et donc, la volonté, c'est vraiment d'accompagner. On a 4 niveaux, niveau 1, 2 intermédiaires. Mais ça 3. fait aussi 4 prix différents et ça permet d'être Non, ça fait pas 4 prix différents, puisque l'enjeu, c'est vraiment d'accompagner, en fait. Alors, on a un système de non, mais je suppose que moi, dans mon supermarché, mon haricot vert pas bio, il est moins cher que mon bio, non? Oui, mais c'est normal. Oui, c'est normal parce que, voilà, c'est normal parce que, comme je l'ai dit, du coup, il y en a pour toutes les bourses. 2 fois et demi plus cher. Ouais. Mais le bien cultivé. Ça, c'est le légume tel qu'on le paye. En moyenne, il est un légume bio comme celui-là, hein, le bio d'Aussi, il va être environ 1,7 fois plus cher que le légume en conserve. Mais je l'ai expliqué. Bien sûr. Les raisons pour lesquelles il faut que ça reste un peu plus cher pour pouvoir mieux rémunérer en fait l'agriculteur bio. On le disait tout à l'heure, vous produisez essentiellement en France, un peu en Espagne. J'imagine que c'est la même chose pour vos grands concurrents qu'on connaît globalement, je pense. Quand on achète par contre une marque repère ou une marque moins connue, est-ce qu'on a, on a souvent parlé des tomates cultivées en Chine, par exemple, qui arrivaient de Chine. Il y a d'autres légumes comme ça ou en fait, ça va dépendre de la stratégie de chacun des acteurs. Nous, on est vraiment sur le légume français et à plus de 91%. Je l'ai dit, on souhaite apporter le maximum de transparence en fait aux consommateurs. Je l'ai dit, l'attente c'est est-ce que d'où ça vient et comment c'est produit. Donc à la fois on produit en France, on relocalise en France en fait, notamment par exemple on a relocalisé il y a plus de 10 ans les lentilles en fait pour qu'elles poussent en France. Qui poussaient où alors qui pouvaient venir de Chine ou de Canada. Oui, donc voilà, oui, on recrée aussi des filières françaises, même si c'est difficile aussi. Et puis on a un enjeu de transparence. C'est-à-dire que sur nos emballages, on va indiquer à la fois la provenance, qu'elles viennent de France. L'exemple des tomates espagnoles, on met un drapeau espagnol, comme on met un drapeau français, parce qu'on considère que le consommateur a le droit de savoir, il a le droit de choisir en toute connaissance de cause. Nous sommes toujours avec notre grand témoin du jour, le directeur général de Dossi, Nicolas Facon. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h.